Monsieur Dam, nous allons aborder la dernière partie du cours qui porte sur les modèles classiques de l'atome, en parlant maintenant de l'effet d'entraînement du noyau. Nous avons dit, et nous l'avons vu, dans la première partie du cours, nous avons considéré un noyau fixe, et c'est l'électron qui tournait autour du noyau. Et la conséquence est qu'on avait trouvé deux constantes de Rydberg. La première théorique, ça fait qu'on a calculé en supposant le noyau fixe, et la deuxième réelle parce qu'on l'a déterminé par l'expérience. Et cette différence nous avait fait comprendre qu'en réalité le noyau n'est pas fixe, mais le noyau est immobile comme l'électron. Et l'ensemble du système noyau-électron tourne en réalité autour du centre de gravité G, autour de camp de gravité G avec la même vitesse angulaire. Voici ce qu'on a. Voici le noyau. Ici, nous avons en rouge le noyau. Ici, vous avez l'électron. Bien sûr, l'électron tourne toujours autour du noyau sur une autre trajectoire qui n'est pas celle-là. Mais les deux tournent autour de leur centre de masse ici, puisque là, le noyau est beaucoup plus massif. Donc, le centre de gravité du système noyau-électron est plus proche du noyau. Donc, vous voyez, on a un ensemble. L'électron tourne. L'électron, en même temps que le noyau, tourne autour de le centre de gravité qui est le centre de masse. Bien sûr, on a ici la distance entre le noyau et le centre de masse, on l'a appelé R1. La distance entre l'électron et le centre de masse, on l'a appelé R2. Et bien sûr, la distance noyau-électron, c'est le rayon de l'atome. Et les deux, bien sûr, tournent ensemble autour de ce centre de gravité avec la même vitesse angulaire oméga. On va maintenant tenir compte de ce mouvement du noyau pour déterminer les grandeurs que nous avions déjà calculées, déterminées, à savoir le rayon, la trajectoire, le rayon de la trajectoire, l'énergie des niveaux, bien sûr la constante de Rydberg, comme on l'a dit. Comme G est le centre de masse du système, on a M, la masse de l'électron GE, MGE, plus MGN est égal à 0. D'accord? Donc, grand M R1, puisqu'on avait la distance G noyau R1, plus petit m R2 égale à 0. En projetant suivant un axe qui porte les deux, on a MR1 moins MR2 égale à 0. En posant la distance noyau-électron, ça veut dire que le rayon de la trajectoire, comme est égal à R1 plus R2, puis c'est les deux, c'est ça, les deux rayons qui séparent les deux masses, ici l'électron, ici le noyau. Si on appelle cette distance-là R0, on en a bien sûr R1 plus R2 égale à R0. Et on peut ainsi exprimer, on a un système de deux équations à deux inconnus. Première équation, MR1 moins MR2 égale 0. Deuxième équation, R0 égale R1 plus R2. Ici, les inconnus, c'est R1 et R2. Donc, en résolvant ce système de deux équations à deux inconnus, on a l'expression des deux rayons, donc des deux distances par rapport au centre de masse. R1, c'est petit m sur grand M plus petit m sur R0. Et R2, c'est grand M sur grand M plus petit R0. Vous voyez bien sûr que on a le même dénominateur. Donc, la distance est fonction juste de la masse, de la masse considérée, la masse de l'électron ou la masse du noyau. Si on calcule le moment d'inertie du système, I, c'est grand M R1 carré plus petit m R2 carré. Si on remplace R1 et R2 par leurs expressions que nous avons calculées précédemment, M fois R0, M sur petit m, M fois R0, M sur petit m. Si vous remplacez, si vous introduisez, qu'est-ce que vous obtenez? Exactement ceci. M, ici, bien sûr, il suffit de factoriser dans cette expression M par M, grand M, petit m, R0 carré. Puis vous avez ici un grand M, un petit m, un R0 carré. Vous avez ici un petit m, un grand M, un R0 carré. Donc, vous avez aussi ici M plus M
m plus m au carré. Donc je factorise par m grand M petit m est 0 carré sur m plus petit m. Il va me rester ici, il va me rester petit m, puisque c'était petit m au carré, j'ai pris le m, il va rester m plus 1. Et ça, vous voyez que ça vaut 1. M plus grand M sur M plus petit m, ça vaut 1. Et donc, il va me rester le moment d'inertie de système, c'est petit m, petit grand M fois petit m sur petit m plus grand M fois R0 carré. Donc, exactement ce qu'on appelle. Ça, c'est à la dimension d'une masse. Dimension d'une masse. Parce que c'est m fois m sur m. Donc, on simplifie. Si c'est kilogramme fois kilogramme sur kilogramme, il reste kilogramme R carré. Voici l'expression du moment d'inertie du système. Mu, c'est ce qu'on appelle la masse réduite du système. En réalité, c'est la masse équivalente parce qu'elle est telle que, bon, on l'a pas vu, qu'elle est telle qu'on a ici 1 sur mu égale à 1 sur grand M plus 1 sur petit m. C'est comme si vous avez des résistances en parallèle, la résistance équivalente, d'accord, qu'on appelle ici la masse réduite. Donc, qu'est-ce qu'on peut dire du point de vue atomique? Le système électron-noyau peut être étudié comme un système unique de masse mu tournant autour d'un point situé en distance R0 du noyau. Donc, vous voyez qu'ici, donc l'ensemble noyau-électron peut être considéré, on peut considérer la masse réduite qui est la masse équivalente, c'est la masse équivalente mu. Donc l'ensemble là, étudier les deux masses en mouvement autour du centre de gravité revient à étudier une masse mu qui est la masse équivalente du système qu'on appelle la masse réduite. Ça revient à étudier le mouvement d'une masse mu tournant autour d'un axe situé à une distance R0 de cette masse là. Donc ces deux là, l'étude physico-chimique, mathématico-physico-chimique, c'est exactement la même chose. Étudier le mouvement des deux masses autour de le centre de gravité revient à remplacer les deux masses par leur masse unique, leur masse équivalente, leur masse réduite, et à étudier son mouvement autour d'un axe situé à une distance R0 de la masse. Donc de ce fait, pour tenir compte du mouvement du noyau, on va juste remplacer la masse m de l'électron par la masse mu du système. La masse m de l'électron par la masse mu du système. Parce que n'oubliez pas, dans la première partie du cours, qu'est-ce qu'on avait dit? On avait un corps de masse m, c'était l'électron, qui tournait autour du noyau, qui ne bougeait pas. L'étude mécanique nous montre ici que tenir compte de l'effet d'entraînement du noyau revient à étudier un corps de masse mu tournant autour d'un point situé à une distance R0. Donc ici, c'est exactement la même étude. Ce qui a changé entre temps, c'est que ici, on avait la masse de l'électron au départ, dans la réalité, on a la masse réduite du système. Donc partout où on avait M, on va remplacer par mu. Donc dans le cas du noyau fixe, qu'est-ce qu'on avait? 4pi epsilon 0 h bar carré sur m carré n carré z. Dans le cas du noyau mobile, qui est la réalité, on va remplacer le petit m par mu. On aura donc Rn de z, 4pi epsilon 0 h bar carré sur mu e carré n carré sur z. Pour l'énergie, on avait moins me4 z carré 2 4pi epsilon 0 carré h bar carré n carré. Ici, on va remplacer dans le cas du noyau mobile, m par mu, on aura moins mu e4 2 fois 4pi epsilon 0 carré h bar carré z carré sur n carré. Donc, on va faire un développement limité autour de. Donc, mu c'est petit m grand m sur 8. Je vais factoriser en bas par petit grand m. On aura ici petit grand m facteur de 1 plus petit m, parce que grand m est toujours plus, le noyau est plus lourd et plus massif. On va simplifier bien sûr par grand m et on aura m facteur de 1 moins m moins 1, puisque exponentielle, puisque m est très grand devant petit m, donc on peut considérer cette grandeur là très petit devant 1, ce qui nous permet, car on a
1 plus epsilon à la puissance alpha égale 1 plus alpha epsilon lorsque epsilon est très petit devant E. Ici, on considère que petit m, la masse de l'électron, est très faible devant la masse du noyau. Donc, c'est comme si on avait petit m à la puissance moins 1. Et c'est pourquoi on a m facteur de 1 plus moins petit m sur grand M. On va remplacer dans l'expression de l'énergie. On va remplacer, bien sûr, on a remplacé mu, bien sûr, par m facteur de 1 moins petit m sur grand M. Voici mu est égal à ceci. On n'a fait que remplacer par m facteur de 1 moins petit m sur grand M. Et vous avez ceci. Donc, qu'est-ce qu'on remarque? Que cette expression-là, nous l'avons déjà calculée dans la première partie du cours. C'est l'énergie, si on ne tient pas compte du mouvement de l'électron, ME4 moins 2 4 pi epsilon 0 carré h bar z carré sur n carré. Donc, on peut l'écrire moins E0 z carré n carré, on l'avait déjà calculé. Et de ce fait, 1 moins m, c'est ce qu'on appelle le terme correctif. Donc, pour passer du noyau immobile au noyau mobile, il faut multiplier l'énergie trouvée dans le cas du noyau fixe par un terme correctif. Et ce terme correctif, c'est 1 moins petit m sur grand M. Donc, ça veut dire que, en fait, négliger l'entraînement du noyau, c'est-à-dire supposer que le noyau est immobile, c'est considérer que la masse du noyau M est infinie. Ici, donc, lorsque M tend vers l'infini, vous avez 0 et vous retrouvez l'énergie. C'est pourquoi on va dire, considérer que le noyau est fixe, c'est supposer que la masse du noyau est infinie devant celle de l'électron. 1 moins petit m sur grand M. Il suffit de faire tendre le petit m vers l'infini, le grand M, pardon, vers l'infini, pour retrouver l'énergie en supposant le noyau immobile. D'accord? Donc, l'énergie corrigée, l'énergie corrigée, c'est l'énergie en tenant compte du mouvement du noyau. C'est l'énergie non corrigée, c'est-à-dire en supposant le noyau immobile, multiplié par le terme correctif, qui est 1 moins petit m sur grand M. De même pour le rayon, on va faire la même chose. L'expression du rayon, on va remplacer mu par la masse par mu, petit mu. Ici, vous avez toujours mu, c'est m facteur de 1 moins petit m sur grand M. Ici, c'est très petit aussi, on l'a moins 1, comme ça va monter pour donner 1 plus petit m sur grand M. En multipliant par moins 1, bien sûr, on a ceci. Donc, la première partie, n'oubliez pas de regarder, c'est ce qu'on avait trouvé lorsqu'on a supposé le noyau immobile. Donc, le rayon en tenant compte du mouvement du noyau, c'est le rayon en supposant le noyau immobile, c'est-à-dire lorsque m tend vers l'infini. Lorsque m tend vers l'infini, cette expression tend vers 0 et vous restera ceci, donc multiplié par un terme correctif. Donc, le rayon non corrigé, le rayon corrigé est égal au rayon non corrigé multiplié par un terme correctif, qui est ici dans le cas grand 1 plus petit m sur grand M. Pour RH, c'est la même chose. On a mu, puisqu'on avait ME4 sur 8 pi epsilon 0 h au cube C, RH en remplaçant bien sûr E0 par son expression et H bar par son expression H sur 2 pi. Donc, on remplace mu, on obtient M facteur de 1 moins petit m sur grand M. Et nous avons bien sûr, ça c'est la constante de dérivée théorique. Ici, on a R infini, puis ça ne dépend pas de Z, RH, R infini. Si on suppose que le noyau la masse du noyau est très grande devant la masse de M, on retrouve la constante de Ricbert. R corrigé, donc c'est R non corrigé multiplié par le terme correctif. Et vous voyez ici, lorsqu'on tient compte de qu'on appelle ça, de l'effet d'entraînement du noyau, on aura 1,096 60 99, ouais, 1,096 77 76. Aux erreurs de mesure près, on trouve exactement la même valeur que celle qui a été déterminée expérimentalement. Ici, bien sûr, la masse de l'électron, c'est M. Dans le cas de l'atome d'hydrogène, on a un proton.
On avait montré dans le chapitre 1 que la masse du proton, c'est environ 1836 fois la masse de l'électron. C'est pourquoi les M masses d'électrons se simplifient et il nous reste 1 sur 1836. Donc la valeur expérimentale qui est proportionnelle. On va arrêter ici le cours et on va revenir terminer le cours la prochaine fois. Merci de votre attention et à la prochaine.